Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au 77e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... J'y avais pas pensé. L'épisode Là, 77. Raymond Bourque Raymond Dans les Gradins, bien sûr. Hey, quand tu penses à 77, il faut un peu... C'est soit lui ou Kirby Doc. Pourquoi j'ai pas... Je sais pas. Non, il y avait un blanc. En tout cas, aujourd'hui, au menu, bien sûr, on parle de baseball majeur parce qu'il y a eu du développement, bien sûr, la semaine plus tard. On en parle un peu plus tard, c'est-à-dire au début d'émission. Par la suite, on jase un peu de hockey, une situation assez intéressante dans la Ligue nationale puisqu'il y a eu des surprises du côté des équipes de la Ligue et on a choisi 3 équipes chacune pour en jaser, bien sûr. Par la suite, on aura le segment Formule 1 avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Cette semaine, ce sera à Austin, plutôt aux États-Unis. Circuit assez intéressant, quand même. J'ai bien hâte de voir ce que les amis en ont pensé. Et finalement, bien sûr, le segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 77e épisode. Mais pour débuter, Phil, on parle baseball. Écoute, les demi-finales qui sont en liste présentement, les Jays qui, on avait connu un mauvais début, mais bon, se sont repris face aux Mariners et par la suite, c'est les Dodgers face aux Brewers. Là, c'est une série qui, est un peu unidimensionnelle, mais parlons de la série Jays-Mariners pour débuter. Présentement, 2-2 cette série-là. T'en as pensé quoi? Wow. Je sais pas où commencer avec cette série-là. Les Blue Jays, apparemment, n'ont jamais entendu parler du concept du chemin de la moindre résistance. Mathieu, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Le path of least resistance, on dit souvent ça en anglais. Et les Blue Jays ne savent pas comment faire les choses de façon simple. Écoute, c'est une équipe qui arrive toujours à me surprendre. Quand je me dis que c'est fini, qu'ils ont perdu le fil, magiquement, au cours du prochain match, il y a une espèce de remontée. Tout le monde s'unit, tout le monde se rallie autour de la cause, puis ça fonctionne coup après coup. Écoute, je sais pas si tu as déjà entendu parler du power of friendship. Là. Oui, bien sûr. C'est un peu ça, les Blue Jays. C'est une équipe qui est juste vraiment soudée. Quand il y a un joueur qui va un peu moins bien, il y a toujours les autres qui sont là pour justement aller chercher la production nécessaire puis venir chercher les gros coups sûrs au bon moment. C'est rare de voir une équipe, franchement, aussi unie. Je pense pas qu'il y a une équipe qui peut dire qu'elle est aussi résiliente dans l'adversité que les Blue Jays. Écoute, c'est une équipe qui était dernière dans sa division l'année dernière. On va pas se le cacher. OK. La malédiction. Ça doit être les 2 points de Parker Wotherspoon hier qui ont causé juste pour le montrer. Là, présentement, c'est 12 pour moi et seulement 6 pour Mathieu. So, regarde, le tableau voulait vraiment qu'on lui prête attention. Voilà, c'est fait. Juste mets-le sur le... puis évidemment, il a tout effacé mes points pour faire exprès. Regarde, juste mets-le sur le dessus du cadre des Wildcats. Je pense pas que ça va rester là, Phil, mais c'est correct. Voilà. Ah, OK, on va faire ça va tomber un moment ou l'autre, mais bon. C'est dommage qu'on puisse pas en parler plus longtemps, mais je vais revenir aux Blue Jays. Qu'est-ce que je disais? C'est juste, c'est ça, c'est une équipe qui est passée de 0 à héros. Essentiellement, les Blue Jays. On les voyait pas là cette saison, je pense, pour la majorité des connaisseurs de baseball, mais ils y sont, puis c'est ce qui compte maintenant. Puis, écoute, quand je dis qu'ils choisissent toujours, semblerait-il, le chemin le plus difficile, comme toujours la route qui est parsemée d'obstacles, les Blue Jays, ils ont perdu les 2 matchs à la maison pour commencer la série. J'entrevoyais même pas cette possibilité-là parce que les Mariners venaient de terminer une série de 5 matchs face aux Tigers de Détroit où ils ont dû se battre jusqu'en 15e manche lors du 5e match. Je me suis dit, garde, c'est pas compliqué pour les Blue Jays. Commence ça en force, puis après ça, tu vas les achever par la suite. Perdre les 2 premiers matchs, pour moi, un résultat qui était assez inattendu, merci. Surtout que les Blue Jays, c'est une équipe qui compte beaucoup sur les victoires à la maison. C'est ça qui a été leur force cette saison.
Puis là, perdre les 2 premiers matchs, je me suis dit, OK, c'est pas du tout ce qu'on envisageait, pas le scénario rêvé. Puis comme de fait, sont revenus avec les 2 victoires sur la route par la suite. Donc, écoute, il y a plus de surprise qui est trop grande pour les Blue Jays maintenant. C'est tout reste possible à tout moment. Ça a juste été le retour dans ces 2 derniers matchs-là de l'offensive diversifiée des Blue Jays. Je pense que hier, vraiment, ce qui a été le catalyseur, c'est le fond de cette line-up-là. Avec Jiménez, notamment, qui est allé chercher un gros coup. Puis Kiner Falefa aussi, qui s'est rendu sur les buts. C'est juste une équipe qui se bat et qui trouve des solutions. C'est ça que ça prend dans les séries éliminatoires. Puis parlant de solutions aussi, Max Scherzer, écoute, je ne croyais pas que Max Scherzer allait être une solution. Quand j'ai vu son nom mentionné comme le lanceur partant pour le 4e match, j'étais inquiet. Puis je pense avec raison, parce que son ERA en septembre sur 3 matchs était comme 10, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Pas un lanceur qui inspirait particulièrement confiance, je te dirais, malgré son expérience. Je veux dire, oui, il a joué beaucoup de grands matchs. C'était quoi, son 500e départ en carrière? 41 ans quand même sur le monticule. Je pense que c'était son 500e départ en carrière. Puis beaucoup de problèmes aussi lors des premières manches. Puis écoute, je vais pas te mentir, quand j'ai vu hier que les Blue Jays, Scherzer plutôt avait alloué 2 buts sur balle dans la première manche. Il y avait un gars sur le premier, un gars sur le deuxième, seulement un out. Je me suis dit, bon, ça semble être le Max Scherzer qu'on a beaucoup vu cette saison qui flanche en première manche. Mais des fois, ça revenait par la suite. Mais c'est juste, tu veux pas commencer un match comme ça. Surtout quand tu perds déjà la série 2-0, c'est pas idéal, clairement. Écoute, Scherzer, il s'en est bien sorti la première manche, un gros double play qui était facile quand même. Là. Ça a été ça jouait un peu en sa faveur, ce côté-là. Mais par la suite, faut lui donner du crédit parce que il a été excellent. Peut-être 6 strikeouts ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a joué plus de 6 manches. 6 manches et 2 tiers, je me trompe. Ouais. Puis ça, c'est plus qu'on peut lui demander, même à Scherzer. Pas un gars nécessairement que j'étais très heureux de voir sur le monticule pour commencer le match. J'étais pas sûr comment ça allait se passer, mais il a vraiment fait taire tous les doutes, là, Scherzer, hier. Gros départ pour lui. C'est grâce à lui, vraiment, si on est allé chercher cette victoire-là, puis qu'on a une chance à nouveau dans cette série-là. C'est 2-2, c'est l'égalité. Et puis, c'est de bon augure, je pense, pour les Jays. Une série qui avait vraiment l'air là, de favoriser les Mariners au début. Maintenant, je pense qu'on peut dire que les Jays ont le momentum. Cela dit, Mathieu, au baseball, il y a aussi une citation du célèbre gérant des Orioles de Baltimore, Earl Weaver. Mathieu, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom-là, qui dit que momentum is only as good as your next day's starting pitcher. Puis ça, c'est très vrai au baseball. Puis ça a été la raison aussi pourquoi les Blue Jays ont pu revenir dans cette série-là, je crois. Donc, peut tout se produire au 5e match, encore une fois, mais ça va être dur d'en gagner, peu importe. Je pense pas que les statistiques sont à leur faveur pour en remporter 3 de suite sur la route. Quelque chose qui est assez difficile à réaliser, mais s'ils peuvent revenir à la maison avec que ce soit 3-2, que ce soit en leur faveur ou en faveur des Mariners, je pense que j'aime leur chance. Non, je suis 100% d'accord. Écoute, c'est une équipe qui a sonné la charge, s'est réveillée finalement après 2 matchs. Elle s'est dit, bon, c'est assez. On aurait vu les Jays comme on les avait vus face aux Yankees, une équipe très forte offensivement. Puis, tu sais, c'est difficile de perdre un match quand tu as 31 coups sûrs en 2 rencontres. C'est 31 coups sûrs en 2 rencontres, ça te rapporte énormément de points. 21, justement, pour être plus précis, 13 et 8 dans les 2 derniers matchs du côté des Jays. Et un énorme shout-out, d'ailleurs, au bullpen des Blue Jays. On croit que le bullpen est l'une des choses les plus faibles de l'organisation.
Et bizarrement, ils ont été incroyables. N'ont loué que 2 points dans les 2 dernières rencontres. Là, on ne parlera pas des 2 premiers matchs parce que c'est un peu catastrophique. On sera d'accord avec ça. Mais tu sais, l'idée que Shane Bieber et Max Scherzer sont les 2 gars qui vont relever ce monticule-là et dire « Hey, c'est assez. On va commencer à remporter des matchs. » Évidemment, avec l'aide de Guerrero qui a sonné la recharge encore une fois. Battu le record de José Bautista. Pas facile à faire non plus, on le sait, José Bautista. Avec un 5e coup de circuit. Écoute, énorme chapeau aussi à Ernie Clement qui continue sur sa lancée de coup sûr. Moyenne au bâton d'au-dessus de 450. Difficile à déverrouiller comme ça. Puis, Gare, je crois que les 2 autres matchs seront, je veux pas dire formalité pour les Jays, mais le momentum sera dur à briser, je crois, côté des Mariners. Cal Riley va pas nécessairement bien non plus, faut l'avouer aussi. Regarde, je crois que les Jays l'ont, je veux pas dire les Jays l'ont dans la poche pour faire ce jinx-là, mais je crois que ce serait intéressant de voir les 2 derniers matchs. Tout le contraire pour l'affrontement Dodgers-Brewers qui, est déjà terminé. Je pense que Done and dusted. c'est pas facile, Phil. Regarde, le baseball, là, c'est pas un match de soccer. Si tu marques 1 point par match, tu peux pas remporter rien. Et là, c'est des défaites de 2-1, 5-1 et 3-1 contre les Dodgers. Chapeau à l'équipe pour avoir des lanceurs prolifiques. Clairement, ces derniers ont fait un bon travail, mais ils ont pu compter sur une défensive incroyable aussi parce que Yamamoto, qui a lancé le 2e match au grand complet, les 9 manches, n'a eu que 7 retraits surprises en 9 manches. Ouais. Ça veut dire que la défensive des Dodgers était impeccable durant cette rencontre-là pour n'allouer qu'un point. Blake Snell qui a eu 10 retraits surprises durant le premier match aussi. C'est une équipe qui présentement n'a même pas ce relais-là de Shohei Ohtani qui fait absolument rien présentement sur le sable. Je me dis à quel point cette équipe-là est profonde. Eh bien, elle n'arrête pas de me surprendre. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer si Ohtani, finalement, va se débloquer un peu dans ces séries. Mais encore une fois, Enrique Hernandez, super. Comme 9e frappeur d'un alignement, frappe à ce rythme-là. La meilleure moyenne au bâton de son équipe en série, 9e frappeur, c'est complètement ridicule. Yeah. Et Teoscar, évidemment, avec ses 4 coups de circuit. Les Dodgers sont prêts pour les séries mondiales. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Ouais, non, bien d'accord avec ça. Puis, pour faire un parallèle peut-être avec le hockey, je trouve que c'est une série qui ressemble un peu à peut-être ce qu'on avait vu entre Dallas et Edmonton l'année dernière. C'est du star power contre une équipe qui est juste équilibrée. Puis, c'est dans le cas de cette série-là, c'est les Oilers qui avaient été triomphants. Puis, je pense que c'est un peu le même scénario qu'on voit avec les Dodgers. Il y a juste trop de gros noms sur cette équipe-là. Ouais. Puis à un moment donné, c'est difficile à contenir. La grosse argent, c'est évident. On sait pourquoi c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans son histoire. Ou peut-être c'est les Yankees. Mais en tout cas, sinon ils sont 2e. C'est sûr que c'est ces équipes-là qui sont 1 et 2. Il n'y a pas de doute. Juste une équipe qui est profonde. Les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs. C'est un cliché, mais c'est ça que ça prend. Puis pour tous les doutes qu'il y a côté bullpen avec les Dodgers, je pense que les lanceurs partants font le travail. Puis le bullpen n'est pas fort sur papier, franchement, mais vraiment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis c'est là qu'on voit aussi que l'expérience, ça compte pour beaucoup en série. Je pense que les Brewers, on le sait que c'est une équipe qui est beaucoup moins expérimentée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pas de série mondiale. Ouais. Ça fait un énorme bout de temps. Là. On parle de 43 ans. Là. C'est safe to say, il n'y a personne qui était là. Là, ils ont perdu Keith Chourio aussi dans le dernier match, blessure dans son cas. Je pense que c'est une série qui est essentiellement terminée. Là, on va jouer aussi le match numéro 4 à LA. Ouais. Ça pourrait être très bien terminé. Drette là, puis je pense que Star Power. C'est ça qui aide les Dodgers à s'en sortir présentement. Sortir cet alignement-là et voir... d'ailleurs aussi. Mookie Betts a fait un énorme jeu lors du match numéro 3 pour empêcher les Dodgers d'amener les Brewers d'amener la tying run au marbre. Fait que ça c'est un autre gars aussi qui
connaît d'excellentes séries puis qui joue comme le joueur, le Gold Glover qu'il est. Ouais. Voilà. So, Ben, écoute, on va voir si, par pur miracle, là, les Brewers pourront créer la surprise. Je ne passerai pas de 0-3 à 4-3. C'est assez difficile dans peu importe le sport. Ouais. Et en parlant de surprise, c'est le temps de passer à nos 3 surprises jusqu'à présent après 5, 6 ou 4 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on parle strictement d'équipes. Quelle équipe, selon moi et Philippe, qui ont la plus grande surprise de l'année, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Je vais te laisser débuter, Phil. Mathieu, en 3e position, je suis allé avec les Bruins de Boston pour leur début de saison qui est déjà au-dessus de 500. C'est une fiche de 600 présentement pour les Bruins de Boston avec un 3-2 dans leur cas. C'est une équipe en chantier, les Bruins de Boston. Je pense que c'est assez clair. Il y a eu beaucoup d'échanges au cours des dernières années. On s'est débarrassé de certaines pièces au sein de l'alignement pour... c'est une équipe qui a vendu, quoi. Ils ont envoyé certains de leurs joueurs de premier plan ailleurs, outre-mer. Puis ils ont gardé quand même quelques noms. Et pas beaucoup. C'est maigre du côté Pasternak, Swayman, McAvoy, puis ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. C'est assez maigre du côté des Bruins de Boston, mais regarde, j'en avais parlé au début de la saison. Moi, je m'attendais à une bonne saison de la part de David Pasternak. Je pense que si les Bruins de Boston allaient connaître un succès quelconque, ça devait passer par lui. Puis écoute, il y a 2 buts, 4 passes en 5 matchs pour 6 points. De son côté, c'est un début de saison d'entrée en matière réussie. Je pense que c'est un joueur de grand talent aussi, David Pasternak. Il est juste dû pour avoir une bonne saison. L'an passé, il a marqué quoi, 96 c'est vrai, points? C'est vrai quand même. Non, mais pour moi, c'est un gars comme David Pasternak, ça peut être un gars de 110 points. Ah oui, facile. Fait que, puis c'est ça. Lui aussi, il devient un peu comme le leader, le leader de l'équipe, puisque Marchand est parti aussi. Fait que c'est un peu, je pense, autour de lui que le reste de l'équipe va se rallier. Pas trop le choix. Je pense que c'est le visage des Bruins de Boston maintenant, David Pasternak. Puis ça peut être bon d'avoir comme une identité claire comme ça, comme d'avoir comme un leader précis. Puis je pense que c'est positif pour je pense aussi c'est un gars qui aime sa job, qui aime jouer au hockey. Juste des bonnes... Je pense qu'il y a des bonnes vibes présentement du côté des Bruins de Boston. J'aime bien Elias Lindholm aussi qui est là, 5 points en 5 matchs dans son cas. Pavel Zacha aussi, fiche de plus 3 avec 5 points également. Ça reste des noms qui sont très respectables. Lindholm, pour moi, c'est un excellent centre aussi des deux sens de la patinoire. Je suis juste content aussi de voir que Swayman s'est replacé. Oui, également. Je pense que ça, c'est une grande partie de leur succès pas de l'autre, là, aussi. L'autre, c'est à oublier. Mais écoute, un point 916 pour Swayman, 2,68 de moins de buts alloués. Présentement, c'est une équipe repêchée au classement. Quoique, on parle pas trop de ça en tout début de saison, mais ils sont dans la portion, la moitié supérieure de la conférence. Ça, c'est déjà beaucoup pour les Bruins. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est à débattre, mais... Le temps nous le dira. Je pense pas que c'est impossible. C'est pas impossible que ce soit une équipe qui joue pour 500 ou un peu plus, pour moi. Ce sera clairement pas la pire équipe de la division. Ça, je pense que les Sabres ont... Ils ont raflé le trophée en début de saison, en tout cas. Écoute, les Sénateurs sont pas loin, par contre. Les Sénateurs. Je les ai même pas mis dans ma liste tellement c'est horrible. Les Sénateurs, c'est les gardiens de but. C'est un désastre. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que c'est 29 buts alloués en 5 matchs. Puis écoute, je sais pas ce qui se passe avec Linus Ullmark, mais c'est pas le gardien qu'on attend. C'est pas les performances qu'on veut de lui. C'est pas la défensive qu'on veut, mais bon. Ça c'est vrai. C'est vrai également. Mais écoute... À voir ce que les Sénateurs et les Sabres ont fait cette saison, je me dis, regarde, les Bruins peuvent être au moins une équipe de 6e position. Je suis avec ça. Puis je les aurais peut-être mis plus bas pour commencer la saison, mais je commence à changer d'avis là-dessus un peu. J'en dirais pas. Honnêtement, plus, ils sont peut-être meilleurs que Détroit aussi. Détroit est présentement ils sont 2e dans la division avec 3 victoires, 1 défaite.
Ouais. Mais c'est pas représentatif. Non, là. zéro. C'est pas une équipe pour moi qui va rester là du tout. Détroit. Ouais, j'en rajouterai pas parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur les Bruins avec Ouais, raison quand ouais. même. Là. Marco Sturm, chapeau. Parce Ouais. que à ta première saison, Yeah. déjà avoir cet impact-là sur ton équipe, les Bruins de Boston qui marquent 18 buts en début de saison, c'est chose que je croyais impossible. C'était une des pires équipes offensives l'an passé. Énorme chapeau aussi à presque tous les joueurs sur le tableau d'affichage pour Boston, à l'exception de Jeffrey Veal qui est sur un 4e trio a joué un match. Amperson Holm a joué 2 matchs et Marat Kustuninov, mon Dieu, c'est celui-là. Qui est juste là pour jouer défensif de toute façon. Fait que j'ai hâte de voir où cette équipe-là va se rendre. Puis, Swayman, évidemment, tu l'as mentionné, qui est de retour un peu en forme. Je pense que ça a invigoré un peu d'énergie dans l'équipe quand même, là, ce nouveau coach-là. Puis ça paraît. Ça joue avec du cœur présentement à Boston. C'est ça qu'on aime voir. Mais parfois, l'effet nouveau coach, ça dure juste un certain temps. Puis ensuite, ça atténue un petit peu. Donc, on verra ce qui va se passer. Je vais parler vite fait de ma deuxième équipe qui, pour des raisons, mon Dieu, je dirais pas que c'est une surprise, mais il y a quelque chose qui s'est passé du côté du Wild du Minnesota qui me fait douter de la performance de l'équipe. Parce que l'an passé, le Wild du Minnesota, avec un Kirill Kaprizov en santé et une équipe qui est vraisemblablement presque inchangée à l'exception de Tarasenko et de l'addition de Yves Boehm, c'était une équipe qui dominait la Ligue. Notamment grâce à Philippe Gustafsson qui, en début de saison, et je déteste ce mot, mais il est atroce, n'est clairement pas le gardien qu'on souhaitait de lui. Faut le mentionner aussi, c'est une offensive qui est strictement dirigée par Kirill et Matt Boldy, qui à l'heure d'eux possèdent 8 des 14 buts de l'équipe. Le power play est à 47,6%. Puis le désavantage est à 60. Ouais. Genre, il y a un énorme problème défensif. Tu sais, Yves Boehm, oui, il a 5 points. Ces points qui viennent presque tous en avantage numérique. Même chose pour Kirill, qui a 7 de ses 9 en avantage numérique. Mais à 5 contre 5, c'est l'une, si pas la pire équipe de la Ligue présentement. Et il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Ils ont marqué 10 de leurs 14 buts en avantage numérique, ce qui est toujours bien. Mais là, il faut travailler sur l'idée qu'à 5 contre 5, on évolue au moins 4/5e du match à 5 contre 5. On ne peut pas se faire avoir constamment comme ça. Et on débute la saison avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites avec 14 buts marqués. C'est difficile de demander pire, je te dirais, je crois, pour le Wild. Mais bon, c'est un échantillon qui est maigre, 4 matchs. Ouais. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils step up un peu, notamment Jared Spurgeon, Yves Boehm, qui est présent côté défensif de la rondelle. Il est toujours capitaine, Jared Spurgeon. Absolument, qui est toujours capitaine. Jonas Brodin, qui est un défenseur défensif d'excellence, mais cette année, il en laisse un peu filer. Et bizarrement, dans le centre de la patinoire, c'est pas assez gros. Malheureusement, Marco Rossi, ça ne fit pas nécessairement le moule. Joel Eriksson et Joel Eriksson. Là, lui, on ne peut pas rien dire par rapport à ses performances, on est d'accord. Il y a quelque chose à faire côté Wild. Je ne sais pas c'est quoi présentement, mais ça pourrait aller mieux. C'est pour ça qu'ils sont deuxième sur ma liste, je te dirais. Ouais. Excuse-moi, je regardais le classement. Le Mammoth de Utah a on n'en parle pas du Mammoth de Utah. 8 buts contre en 4 matchs. C'est quelque chose quand même. C'est affreux. Et bizarrement, ils jouent pour 500. Oui, ils jouent pour 500 et 2-2. C'est intéressant comme fiche en tout cas. Bref. Mais ouais, c'est bien vu pour le Wild quand même. C'est une équipe qui peut faire mieux. Et ça, c'est peu dire. Mon deuxième, Mathieu, c'est le Kraken de Seattle. Kraken de Seattle qui va se retrouver en deuxième position de la Pacifique présentement. Aucune défaite à la réglementaire pour le moment. Fiche de 2 victoires, aucune défaite et 2 défaites en prolongation. Bon, l'échantillon est petit. Mais est-ce que c'est le retour de l'équipe qui avait battu l'Avalanche Colorado en série il y a quoi? 3 ans, 2-3 ans. À sa première année, ouais. Ouais, soit 2022 ou 2023. Ça, sa deuxième année, excuse. Sa première année, on aurait pêché Maddie Beniers. Oui. Ce serait deuxième année. La ouais. deuxième année. En tout cas, je pense que c'était 2023, mais c'est intéressant pour moi ce début de ça. Comme vraiment, je regarde l'Ouest, je me dis tout est un peu à sa place déjà. L'Avalanche Colorado, les Jets de Winnipeg, les Stars de Dallas pour le top 3 de la centrale. Pacifique, les Knights sont là, les Oilers sont là. Puis
La surprise, c'est juste le Kraken qui pour moi, a intercalé ces deux équipes-là. Écoute, ça reste une équipe qui, sur papier, n'a rien d'exceptionnel. Je pense que ça a un peu toujours été ça l'identité du Kraken de Seattle. Écoute, quelques gars à 4 points, Jared McCann, Vince Dunn, Brandon Montour. Ces deux gars-là, excuse-moi, fais une parenthèse. Là. Ils ont joué contre le Canadien de Montréal, le Kraken, ont perdu en prolongation. J'ai jamais détesté deux gars, mais c'est positif ce que je vais te raconter là. J'ai jamais détesté deux gars autant que ces deux bestioles-là. Genre, c'est des tu gars. Parles de Dunn puis Montour. Oh my, c'est deux gros gars, mais c'est des quatrièmes attaquants qui, bizarrement, sont toujours là défensivement quand même. C'est une équipe Seattle qui, lorsque je les regardais jouer, c'est clairement très bien soudé défensivement. Il ne reste rien dans le centre de la patinoire et ça paraît clairement sur leur fiche. Ce système de jeu qui est fait pour les séries est fait pour choquer l'adversaire. Et ça l'a choqué le Canadien de Montréal avant l'arrivée de la prolongation où là, évidemment, les stars vont mener un peu plus le show et de pourquoi, selon moi, le Canadien l'a remporté en prolongation face à Seattle. Mais c'est un très bon choix que tu as eu là pour les mettre deuxième. Je pense qu'ils ont été chercher Mason Marchment aussi, pour moi, qui est une bonne acquisition. Tant qu'à talent. C'est un autre joueur qui s'insère dans l'identité de l'équipe. C'est juste comme un fit qui semble parfait. Ils ont des bons jeunes aussi. Shane Wright, Matty Beniers qui sont là, puis accompagnés de vétérans qui sont juste des staples dans la ligue pour aller te chercher comme 60, 65 points. Comme Jared McCann, je pense qu'il est capable de ça. Jaden Schwartz, même chose. Chandler Stevenson, comme tous des gars qui 8 vont... millions, c'est vrai. Chandler Stevenson. Tous des gars qui vont s'assembler puis accumuler des points ensemble. Puis c'est quelque chose qui peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça va être une équipe de système. Ça va être une équipe qui va essayer de grinder out des matchs, garder les games serrés, garder les games tight. Il y a quelques équipes qui l'ont réussi, ce modèle-là, dans la Ligue au cours des dernières années. C'est sûr que ça va un peu à contre-courant. C'est pas nécessairement la tendance de la Ligue comme du super offensif, du super agressif. Donc, c'est ça. C'est une équipe qui évolue un peu à contre-courant, je te dirais, le Kraken. Ça ressemble un peu à ce que les Islanders ont fait pendant plusieurs années, ou comme, si tu veux remonter un petit peu comme une équipe de Guy Boucher, par exemple. C'est un peu dans cette veine-là, mais ils ont quand même justement ce talent-là offensif qui peut sévir. Puis, justement, des défenseurs aussi, je pense, qui vont beaucoup contribuer, comme tu disais, à l'offensive. Une équipe pour moi qui est un point d'interrogation un peu cette année, dans le sens que je ne sais pas où ça s'en va, tout ça. Mais je suis curieux, puis je suis un peu optimiste, je te dirais, pour le Kraken de Seattle. Pas une équipe flashy qui va nécessairement attirer ton attention immédiatement, mais ils peuvent très bien se maintenir à ce niveau-là, je pense, pendant un bon moment, puis aller chercher des victoires, des points. C'est une équipe qui peut certainement aller chercher beaucoup de petits points en prolongation également, ce genre de choses-là, comme ils l'ont fait comme le Canadien. Juste rester présent dans les matchs jusqu'au bout, puis essayer de battre l'adversaire à l'usure. C'est ça, le Kraken de Seattle. Le Kraken de Seattle. Wow! Kraken de Seattle. Voilà, deuxième choix pour une équipe surprise. Absolument rien à rajouter là-dessus. Je vais faire vite sur mon premier. Bon, c'est un choix assez facile. Je crois que le CH mérite d'être là. C'est qui ton deux? J'ai dit le Wild. On était d'accord sur les Blues de Boston 3e. C'est bon. Je crois que je me dois de mettre le CH dans le mix. OK, Statistique pas de problème présentement avec ça. dans le classement, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Une fiche de 4 victoires et une défaite. Écoute, je mettrais les 15 devant, on va dire 3e, parce que les 15 n'ont pas encore perdu de match. Mais tu sais, le Canadien au début de saison, c'est pas une équipe que tu te disais ça va être premier de l'Atlantique. C'est une équipe qui était 3e, 4e, qui pouvait. Je dis pas que c'était impossible. T'sais, dans la tête des gens, honnêtement, la raison pourquoi je les ai pas mis, c'est parce que quand je regarde les autres équipes de l'Atlantique, je suis comme... Honnêtement, le Canadien... Je sais pas s'il y a une meilleure équipe que les Canadiens, vraiment. Comme, quand je regarde... Pour de vrai, je suis juste comme... Je regarde les Leafs, je suis comme...
Ouais. C'est notre seule défaite cette année, les Leafs. Ouais, c'est votre seule défaite, mais c'était quoi? C'était le premier match. C'était le premier match, ouais. Puis je regarde les Panthers, c'est pas une équipe qui est normalement bonne dans la saison régulière, puis là, ils ont perdu Barkov en plus. Je regarde... Barkov, Kachuk, Kulikov. Ouais, je regarde la Lightning, un petit départ un peu lent, ils laissent à désirer dans leur cas. Puis, ouais, il y a quoi sinon? Il y a les Détroit, c'est pas. Non, on parle pas de Détroit, on parle pas des Sens, on parle pas. Comme. C'est vrai, au tout début de la saison, je vais pas te mentir, j'étais comme, OK, CH, probablement une équipe de deuxième, de troisième position dans l'Atlantique ou Wild Card, mais comme à bien y regarder, comme second avis, comme je suis pas tellement étonné. Étonné. Ben, je l'étais un peu et je suis agréablement surpris. J'ai pas raté un match cette année parce que c'est une équipe, et selon moi, l'équipe la plus électrique de la Ligue cette saison. C'est une équipe super plaisante à regarder. Juste la scène qui s'est passée hier face aux Prédateurs de Nashville, je veux dire... je peux pas dire qu'on méritait pas le match parce qu'on a dominé largement ce match-là. Ça a été malheureux pour Jacob Debesch aussi. Sorrow, c'est juste incroyable aussi. Il faut pas le dénigrer. Il manque un peu de chimie dans le middle six de cet alignement-là. Et la seconde que ça va se faire, ça va se créer. Je crois que ça va être une équipe, mon Dieu, largement supérieure à ce qu'elle est présentement. Oui, le Canadien n'a pas perdu un match en prolongation. Puis je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter pour le CH parce que, veut pas, remporter des matchs en prolongation, c'est quelque chose qui est nécessaire à une équipe. Puis ce petit trio-là de Suzuki, Caulfield et Hudson qui a à leur identité seule, remporté les 2 matchs consécutifs en prolongation pour le Canadien. Et là, je parle bien sûr des 2 buts de Cole Caulfield. Faut en sorte que le CH est dans une position où ils ont seulement qu'une défaite à leur fiche. Puis, on espère que ça va se continuer là, de leur côté. J'en parlerai pas trop souvent parce que vous le savez pas encore, mais vous allez le savoir. Je vais en parler énormément du Canadien cette saison. C'est une équipe qu'on aime bien, évidemment, que je supporte. Fait que j'irai pas trop en détail, mais j'ai bien hâte de voir ce que tu vas dire vite fait, bien fait là, par rapport à ton équipe. Ouais, première position pour moi de ce classement, Mathieu, c'est les Islanders de New York. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Comme ils ont eu le premier choix au repêchage lors du dernier repêchage. Quel choix, ça alors c'était pas attendu que ce soit les Islanders. Je veux dire, c'était pas l'équipe qui avait les meilleures chances. Et puis, évidemment, qu'il s'est aussi inséré dans l'alignement directement. Matthew Schaefer, pas nécessairement surprenant pour moi parce que, écoute, c'est un joueur de talent. Puis, honnêtement, c'est le meilleur joueur de l'équipe jusqu'à présent. Surprise à ce niveau-là que Matthew Schaefer soit comme littéralement le meilleur joueur de l'équipe parce que, écoute, il a beau être bon, il a beau avoir du talent, il a juste 19 ans. Comme à un moment donné, comme les Islanders, c'est une équipe qui est pleine de vétérans. Je m'attends à voir quelqu'un dans ce vestiaire-là comme démontrer un peu de fougue. Mais je regarde l'équipe, je suis comme, c'est encore la même équipe. C'est une équipe qui est probablement une équipe de 500, peut-être 550, 600 au maximum. Et puis, écoute, l'équipe est encore bien construite. Il y a Bo Horvat qui est là, il y a Matthew Barzal qui est là, il y a Anders Lee qui est là, Cal Palmieri, ces vétérans-là qu'on a appris à voir. Ils ont ajouté Jonathan Drouin également. Anthony Duclair qui est là aussi. Puis je suis comme, pourquoi cette équipe-là est 1-3 après 4 matchs? Comme c'est pas une équipe ils ont Ilya Sorokin dans le filet. D'ailleurs, lui aussi, parlant de surprise, mauvaise surprise pour les Islanders jusqu'à présent. Ilya Sorokin ne joue pas le hockey qui peut jouer. C'est un gardien qui a eu des votes pour le Vézina. T'as considéré 2 ans passés comme le meilleur de la Ligue. Oui, le meilleur de la Ligue. Pour plusieurs saisons, eu des votes pour le Vézina. Puis, défensivement, c'est encore cette équipe-là qui devrait être qui devrait avoir une structure assez hermétique. Écoute, Adam Pelech, Ryan Pollock, cette même paire-là qui joue ensemble depuis plusieurs années. Scott Mayfield qui est toujours là. Le gars qui joue le plus de minutes présentement en défensive, c'est Matthew Schaefer. Oui, c'est Matthew Schaefer. Ça m'étonne. Je suis comme, il y a plein de surprises à l'intérieur de cette équipe-là. Je suis comme, j'ai pas l'impression que c'est les Islanders qu'on est habitué de voir. Il y a Romanov aussi. Il y a Romanov qui est sur cette équipe-là aussi. C'est pas une équipe que j'aime, les Islanders. Je suis toujours en train de critiquer les Islanders, mais pour moi, c'est inexcusable qu'une équipe qui joue comme. L'identité des Islanders, c'est littéralement une équipe qui joue pour être comme. Qui joue des matchs serrés, qui joue pour être dans les matchs, qui joue pour rester autour de 500, rester dans le mix.
Puis présentement, ils sont juste 1-3, il n'y a rien qui marche. Ouais. C'est pas une équipe qui peut continuer d'aller comme ça parce que c'est pas une équipe pour moi non plus, la Islanders, qui va être streaky. C'est pas une équipe qui va gagner 8-9 matchs de suite. Je pense que c'est juste une équipe qui gagne un peu, qui perd un peu. Mais comme tu peux pas te mettre dans un trou pour commencer la saison. C'est juste pas ça la façon de fonctionner des Islanders. Puis comme si tu t'appelles pas Matthew Schaefer, comme honnêtement, qu'est-ce que tu fais dans l'équipe présentement? Comme juste wake up. Hey, honnêtement, wake up. Matt Barzal a soutiré le disque de manière assez facile à Evan Bouchard hier. On peut lui donner ça. Regarde. Vous avez eu le premier choix au repêchage lors du dernier repêchage, puis comme ce gars-là est en train de juste dominer votre équipe. Comme c'est juste, normalement, ça devrait être un boost pour l'équipe, ça devrait être un ajout, ça devrait être justement une petite coche de plus qui s'ajoute à l'équipe, mais là, c'est un peu les mondes sont renversés. Il est devenu comme le leader de cette équipe-là. Puis tant mieux pour lui. Ouais. C'est une belle surprise dans son cas, mais pour le reste de l'équipe, je suis juste un peu comme. OK, perplexe. Get going. Okay. Go. Ouais. Puis Patrick Roy aussi qui est encore là. Ouais, Patrick, le pauvre, il n'a jamais eu de. Ouais, je peux pas parler vraiment pour Patrick, mais bon. Hâte de voir. Écoute, on vous parle de ça, vous vous dites oui, mais la saison vient de commencer. On va pas. On peut pas prédire des choses comme ça après 4 matchs, comme qu'on peut pas se lancer dans des conclusions sur ce pari de fou-là où le coco rasé sera la conséquence terminale. Écoute, on va se rendre aussi du côté du tour de piste, ce segment où on vous parle de Formule 1. On s'en va chercher Manon. On revient dans quelques instants. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Allô. Cette fin de semaine, écoute, ça a déjà commencé brièvement. La première pratique, le Grand Prix des États-Unis qui est parmi nous à Austin, au Texas, bien sûr. Un circuit qui est pas facile. Très technique comme circuit, il faut le mentionner. Le rapidement des petites statistiques en rafale. Le record du tour le plus rapide appartient à Charles Leclerc en 2019 avec une 36. Et bon, faut mentionner qu'Hamilton, comme à son habitude, connaît très bien ces circuits-là parce que c'était un gagnant jadis, et je répète jadis. Ces 6 victoires sont bien sûr le record pour c'était non nécessaire. Grand Prix. Non, mais c'était une flèche en fait parce que tu l'aimes bien. Oui. J'ai une question trivia aussi pour vous. Il était encore dans sa Mercedes. Allez, Ouais. Ferrari. En 2022, Austin a établi un nouveau record d'audience avec combien de partisans sur les 3 jours de compétition? Ouais. T'as-tu les Ducks avaient eu leur plus grande. Non, ils ont eu leur plus grande assistance depuis 2013. Les Ducks d'Anaheim, Ouais. de LNH. Ouais. Ah ouais? Ils sont back, les Ducks. Ça aussi, c'est une surprise de début de saison. Le plus. 125 000. 125 000 maintenant? Ouais. Attends, tu vas me dire, c'est moins que le Grand Prix Explorer, genre? C'est vrai qu'on est aux États-Unis. Et je pense que c'est plus que ça. Tu comprends? Là, je parle du record de l'histoire de la Formule 1. Là. Ah, Pas juste l'histoire de la Formule 1. Pas Bah, juste c'est de la beaucoup F1. plus que ça, là. Ben, OK. C'est quoi ta petite... Attends, t'imagines que sur un week-end de 24 heures, on peut accueillir jusqu'à quand même plus de 200 000 personnes. Donc, c'est plus que ça. Oui, non, mais vraiment, sur 3 jours. Tu comptes les entrées du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Ça peut être les mêmes gens, mais ça reste quand même que c'est les entrées. Et donc? Donc, je dirais un 400 000 personnes, je sais pas. 400 000, Phil, tu veux-tu garder ton 125 000? Honnêtement, oui. Moi, je sais pas qu'est-ce que le monde fait. 440 000, Phil, t'étais pas loin. Ça passe. Mais c'est un record quand même de la Formule 1. Et pourtant, les Américains aiment pas trop ça, la Formule 1. Ouais. Bizarrement que... Je sais pas. Bizarrement que oui. Tu peux pas dire ça quand c'est le record. Quand non, même. mais c'est comme... On va pas se mentir. Comme les Grands Prix, comme peu importe les 3 Grands Prix qu'aux États-Unis, c'est pas les Grands Prix les plus suivis. Genre même à Las Vegas, les gens en ont rien à faire. C'est littéralement le tu plus vois. suivi. Ouais, mais comme... Ça veut pas dire que c'est des Américains qui viennent. C'est ça que Ça je veut viens de pas te dire dire. que c'est des Américains qui viennent, ça c'est vrai. Comme j'ai déjà mentionné, c'est un circuit qui est extrêmement technique. Beaucoup de demi-virages. Ils font tout à moitié, hein, les Américains. Ben, les Américains, genre. quoi. C'est des demi-virages un peu partout, mais il y a 2 très très longues zones de DRS. Fait que selon moi, et là c'est ma petite analyse là-dessus, c'est un circuit extrêmement complet et non unidimensionnel. Et donc, je me suis basé sur ça pour mon top 3. Mais avant de passer à mon top 3, je sais que tu as des choses à dire. Parce que tu me regardes avec un regard de personne qui a Non. des choses à dire. Moi, La j'ai rien à pratique dire. qui est là présentement
Et qui d'autre que Lando Norris pour rentrer dans le mur? Ah ouais, tu penses que Lando... T'aimes Ok. bien prédire les murs. Tu sais, comme moi, Yes, ok, c'est je vrai. prédis les bagarres, et j'ai souvent raison. Toi, tu prédis les murs. Ouais, non, mais je te jure que c'est vrai. C'est drôle à dire, prédire des bagarres. Ouais, mais avec Terence, on adore faire ça. Avant les games des aigles, au bout de 10 minutes, on dit si oui tu ou vas non. voir un match de baseball puis tu prédis qu'il va faire un punt. Comme. Oui, c'est Ouais. vrai. Oh, c'est drôle, ça. Oh, c'est tellement drôle, ça. Mais bon... Mais on votre- prédit pas qui va te bagarrer avec qui, juste s'il va en avoir ou pas. Ah, OK. Ah, ben, une énorme différence. Ouais, Ah, une ok, énorme bah, différence. on pourrait essayer Ouais. ça, mais Faut spécifier Là. un peu. Là. Ouais, ouais, ok, faut la prochaine spécifier. fois, je dirais à Terence de spécifier. Et puis, je vous les enverrai comme ça, vous le saurez. Mais j'aimerais avoir vos opinions aussi par rapport à ce Grand Prix-là. c'est que- Surtout Phil. Ouais, Ben, surtout. c'est correct, tu peux y aller. Non, mais c'est... Pour le deuxième Grand Prix consécutif, c'est un Grand Prix qui a été... Vous avez lu l'information, là, que la FIA a dit que c'était un Grand Prix sous forte chaleur. Ah, oui. Comme ça, bien c'est sûr. une Ok. nouvelle condition qu'ils viennent d'ajouter, là. Et ce qui veut Attends, c'est dire... rendu une condition. ouais, c'est une Ouais, nouvelle... Je veux tout savoir. Ouais, Moi, ouais, j'ai c'est aucune ça. idée de ce que tu parles. En fait, il y a des circuits qui vont être dénommés comme sous forte chaleur. Comme je pense que c'est pas ça la dénomination en français correct. Désolée, j'ai mal traduit sûrement là. Mais c'est parce que la température est très élevée, donc la température dans la voiture va être encore comme supérieure. C'est-à-dire à la fin Mhm. du Grand Prix. Là, par exemple, si Ah, OK, c'est juste OK. ouais, mais Question c'est santé pour les pilotes. dans le fond. exactement. Ouais, ouais. Ce qui veut dire, je pense que ça va amener des nouvelles choses au fur et à mesure parce qu'il y a le réchauffement climatique, tout ça, tout ça. Mhm. Mais là, par Mhm. exemple, je pense pour la qualification, ils ont prévu 34 degrés. Donc ça veut dire que c'est comme les pilotes vont sortir de la voiture totalement exténués, là, puis ils vont Ouais, avoir ouais. perdu beaucoup en litres d'eau. Mhm. Mais je sais pas pour la course combien ils ont prévu là, mais ça reste quand même que ça veut dire que c'est des courses qui demandent beaucoup à un pilote, puis le pilote va perdre. Comme je pense on est sur un record comme 2 ou 3 ans passés, Charles Leclerc avait perdu comme 6 kilos, genre juste à la fin d'un Grand Prix. Kilo? Wow. Oui, surtout si en plus ta gourde d'eau ne Ah, je peux fonctionne croire. pas pendant tout le Ouais. tout le run. C'est vrai que c'est Yeah. Mais là, juste la qualif, 34, j'imagine, pour 34 la degrés, course. c'est énorme. Là. Ouais. Comme 34 degrés, genre ressenti, imagine Mm. combien c'est sur la piste. Ouais, ouais. Ça va tout changer, même Ok. ne serait-ce que pour comment la voiture va fonctionner. Parce que très vite, tu Mhm. peux avoir un problème moteur de refroidissement, Les n'importe quoi pneus d'autre. qui- Puis les pneus, c'est une autre stratégie. Là. Ouais, l'usure des pneus va être Yeah. folle. Et on est Ok. d'accord, il y a une course sprint cette semaine. C'est-tu Oui. c'est-tu On est c'est-tu d'accord? Austin Oui. qu'on a une course? Oui. Ouh, tu veux, j'avais oublié ça. T'avais oublié cette partie-là? Ouais, j'avais oublié cette partie-là. Ça veut dire je, moins de. je pensais que c'était juste à Puis, pas autre fun Vegas, fact, Valtteri Bottas était là pendant la pratique. mais- Ouais. He's back. Ouais, je pense Et que Valtteri Valtteri. Bottas devrait être interdit Arrêtez. de mention dans ce podcast. Moi, j'adore Valtteri. Ah, j'adore Valtteri, mais c'est parce que S'il regarde, en il y est a ainsi, Philippe Mathieu, Giard, je là. quitte sur le champ. Quand on parle de Valtteri, vous avez vu que les règles ont été officiellement annoncées pour l'année prochaine. Ce sera Q1, 6 personnes qui partent, Q2, 6 personnes qui partent pour qu'il reste un top 10. OK, Hmm. en fait ça. Parce qu'on se posait la question comment ça allait fonctionner, si on allait gagner Ouais. un top 10, si on allait garder un top 10 ou pas. Et Mais là, c'est ça c'est que parce c'est. qu'on ajoute... Une écurie au Une complet, écurie au complet, donc 2 ouais, pilotes ouais. en plus. Ok. Du coup, on Fait n'est plus 20, mais 22. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça Donc fait ça du veut dire sens. que tout ce qui est écurie de milieu de classement, on va devoir quand même se battre pour passer en Q3. C'est Hmm. bien. Lance Roll va Regarde, toujours ouais. partir en Q1. Mais ça, c'est Oh, correct. Ouais. Regarde, là. Je pense qu'on est venu au bout où on n'a plus besoin de... J'aimerais un jour que vous soyez Niaiser. fiers de ce pilote. Ben non, mais non. Genre, non, c'est comme je l'ai dit, tu sais, Charles Leclerc, même couleur du drapeau. Dis-toi, il est dans mon top 3. Correct. Juste pour te savoir. Phil, Pas toi? Leclerc. Ouais. il fait ça comme si qu'il a tout vu. Comme si il a déjà vu la course au complet. Leclerc. J'aime. Non, mais écoute, Ça se peut que moi et Phil, on a le même top 3, en fait. Ferrari, c'est une débandade. Il n'y a pas de suis chance d'accord. que... Ah, non. Ouais, mais il y a trop de adore pro- ce circuit. Il y a Ok, trop, ben, il y a trop de je problèmes- sais il y a trop de troisième. problèmes avec la voiture. Il y a trop de On est problèmes avec d'accord la qu'il y a au moins Non, il est troisième. deuxième. C'est Kimi Antonelli qui est troisième. T'as mis Pardon! Antonelli qui est troisième. Wow! Là, je posais Ok, la question. alors, Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux te foutre de moi, mais il y a des limites là, tu vois. Je me suis... Manon, je te présente mes excuses de m'être révolté contre ton pic parce que le mien est pas beaucoup mieux. Si t'es pour Mais- mettre Antonelli, il faut au moins que t'aies les deux McLaren dans le top 2. Oui. Oui, Vraiment? j'ai mis Russell en deuxième position.
Ah non, J'ai dit McLaren, pas Mercedes. Ah, sorry. Qu'est-ce qui se Non, passe? excuse. Oui, non, j'ai mis. Est-ce C'est que ça. t'as été inspiré par leurs belles photos sur des taureaux ou ça se passe comment? Ils ont fait une photo sur des taureaux. Oui, mais c'est un faux. Nice. Ah, dommage. Enfin, comme s'ils faisaient du rodéo, là. Ok. Ah, ok, je Mais pensais que c'était tu un parlais de faux l'IA. taureau, genre. Comme pendant une Hmm. minute, je me suis dit, hey, ils les ont Ah, parce que vraiment c'est au envoyés. Texas, là, Ben ils ont. ouais. Ok, ben là, finis-les donc. T'as qu'à Donc nous on est faire, sur t'as qu'à Bruxelles nous faire 2. une Ben, panique. Max, évidemment. Qui Max sera premier. Ben oui. C'est pas McLaren sur le podium. Moi, j'ai mis Non. Max aussi premier. Hein. Sache-le. Yes. Non, écoute, moi je veux juste du gros drame en fait. Je veux que McLaren perde le championnat. Ça serait juste comme. Ah non, ça serait la... alors là, non. Ah, mais ça non, serait ça, tellement c'est une bonne drôle. logique, Ça je suis serait la choke du siècle. Ça serait drôle. Ça serait la Oui, choke. ok, ça serait la mais choke moi, du je suis pas siècle. pour que ce soit Max Verstappen qui gagne le championnat, par exemple. Trouve-moi quelqu'un d'autre, là. Ouais. Ben là, il est un peu trop tard pour C'est trouver ça. quelqu'un d'autre. là. Ouais, mais regarde. Ok, Moi, je trouve que ça serait Wow. drôle. Ok, wow. On Ouais, peut assumer donc que ton flop, c'est McLaren au complet. Yeah, actually, C'est Tsunoda ça va toutes les semaines. Tsunoda va finir 4e aussi, ça. Puis Ok. 5e, comment je fais pour pas mettre une. Bah, on faut peut- on peut Fernando juste- on soit peut là. juste- Ben, fais ton on peut top juste- 20 rendu là, on peut juste regarde lancer ça. Alonso dans le mix. Ouais. C'est ça. Dans le fond, Oui. dans le fond, McLaren. Un jour, je te jure qu'un jour, c'est Fernando fini. Alonso va être là. C'est fini. Ah oui, Il était c'est sûr. 7e dans le dernier Grand Prix, tu sais, il Yep. s'approche. Yep. S'approche. On the Oh rise. my god, ouais. Ben, je pense pas que je pense que maintenant c'est vrai. Ouais. Non, ok, parce que moi, le top m'intéresse vraiment. Comme, du coup, t'as mis les deux McLaren. Ouais. Ok, voilà. Ok, moi, j'ai Puis commencé. mon flop, c'est même pas McLaren. C'est Ferrari. C'est quoi? C'est Ferrari. Oh. Alright. On va juste oublier les Ok, matchs ok. du monde. Bon. Alors, moi, genre, ok. Troisième, Piastri. Parce qu'il faut qu'il réagisse et je pense que c'est le moment pour, tu vois. Et en plus que Norris a un peu fait boulier dans sa propre équipe, je me dis, c'est le moment ou jamais. Je te jure, si t'as mis Norris devant lui, là, on n'est pas amis, toi et moi. Non, mais c'est ça. Puis en vrai, Tu t'as Charles deuxième. ma réflexion derrière ça, l'année dernière, il a gagné Pour moi, ça change rien. le Grand Prix. Ok. Puis Ouais. pour vrai, il aime vraiment ce circuit. Le Ferrari est bon sur ce circuit. Et je vois pas pourquoi. Tu sais, quand le circuit, il a pas changé depuis l'année dernière. Là. Non, mais ça va dur, oui. Mhm. Mhm. Ouais, mais bon, je crois en Ferrari, ok. Ok, non, vas-y. Un minimum, là. Yep. Puis mon top Famous last 1. words. C'est bon. Moi, j'ai changé de canapé au bout d'un moment. Genre, en fait, j'ai mis mon propre canapé à côté. Famous last word. Premier, c'est Max, c'est ça? Ouais. Parce que, on va pas se mentir, il a déjà gagné 3 fois ce Grand Prix. Il est vraiment en train de se réveiller. Je le fais pas de gaieté de cœur, là. Comme, ce serait moi, je mettrais 5e, juste. Mais faut être honnête, il est vraiment sur une pente ascendante. Et je Mhm. pense que c'est un circuit qui fonctionne bien avec la voiture. Je pense que les autres circuits Ouais. vont avoir plus de mal, mais sur ce circuit-là, je lui donnerais une victoire facilement. Ok. Ben, en fait, j'ai été un peu dans l'idée contraire de toi envers Max. Parce Ok. que dans le dernier Grand Prix, il y avait de la misère, puis on est d'accord que Singapour, pas trop compliqué là, comme Ouais, piste. Il y avait de la misère, je pense, avec sa traction arrière. Puis si tu as besoin de ta traction arrière, c'était pour courser à Austin. Mais j'ai donné de l'amour à Ferrari. Parce que je voulais que Lewis finalement apparaisse Arrête sur un avec podium. Lewis. C'est comme... Non, mais il a fini 4e 2 fois cette année. Je me dis, à un moment donné, c'est assez. Tu vas finir sur un podium. Ok. Et oui, j'ai mis Norris 2e et Piastri 1er. Ok. C'est une situation qui est réglée apparemment, là, selon McLaren. On a mis des conséquences, des petites tapes sur les fesses. Ça n'arrivera plus. Mais non, mais on sait très bien que ça va Gang continuer à arriver. d'enfants. Mais non, c'est. Je crois que bon, la voiture est juste trop bonne. Puis surtout dans un circuit, comme je l'ai déjà dit, qui est très technique, très particulier, très complet. Il te faut des voitures qui sont aussi assez complètes. Clairement, en ligne droite, McLaren a le dessus. Puis, bon, si ça vient des virages, j'ai confiance en Piastri Norris avec plaisir. Faut juste pas qu'il soit trop proche. Tu sais. C'est peut-être ça le problème. Ça doit être ça le problème. Top et flop aussi, j'ai oublié de te le mentionner maintenant, puis tu n'as même pas dit ton top en plus. Ah oui, t'as dit quoi, Yuki, j'assume? J'espère, c'est Ouais, Yuki c'est va finir Yuki, c'est 4e. Yuki top et McLaren, Non, Ferrari flop. quand McLaren n'est pas dans le top 3, c'est incroyable. Mon top sera Oliver Berman.
parce que, oui, il a fini 9e dans la dernière course, mais v'là 3 courses aux Pays-Bas, il a terminé 6e. Puis je pense qu'il est capable de remonter cette pente-là. C'est quelqu'un qui pourrait être surprenant. J'avais pas nécessairement d'idée fixe sur mon top cette semaine. Puis je me suis dit que Behrman méritait de remonter un peu dans le top 7. Mon flop, ce sera George Russell. Parce que. Wow. Ouais. Parce que je m'attends pas nécessairement à énormément de Max. Je sais pas pourquoi. Comme j'ai plus nécessairement cette attente-là envers Max comparé à George qui est très constant. Max est un peu chambranlant, un peu effet boule de gomme. Puis il est un peu partout. Fait que George qui ne sera pas sur le podium ni sur le top 5, je me dis il mérite mon flop. Manon, on n'a pas su ton top et ton flop. J'ai pas fait de flop cette semaine. Parce que pour moi, je sais pas, j'étais pas du tout inspirée. Positif de ta part. Ouais, mais mes 2 tops sont. Le premier que je voulais, c'était quand même revenir sur le fait que McLaren a son titre constructeur, quand même. Ouais. Bonne chose. Je sais pas comment en vrai les festivités ont été. Les deux devaient vraiment se détester. Ça doit être quelque chose de drôle. Et sinon, mon autre top, je l'avais donné à Verstappen parce qu'on est quand même sur 3 victoires consécutives. Puis il est le seul comme, à mener Red Bull présentement. Tu sais, comme. Faut quand même le souligner, là. C'est pas grâce à Tsunoda, même si apparemment il fait des prodiges. Oui, là. Mais non, c'est correct. Voilà, mais c'est comme je suis pas la plus grande fan de Max Verstappen, mais ça reste quand même que il faut souligner que il est revenu de là où moi je m'attendais pas à ce qu'il revienne. On aime ça. Puis bien hâte de voir ce circuit-là. Sache que même si c'est un circuit assez technique et très qui pourrait être chaotique, les chances d'un stoppage est très mince, bizarrement, à Austin. Je crois qu'on est à 29% des probabilités d'un safety car. Ce qui est toujours bien. Là, à un moment donné, attendre 15 minutes par intervalle pour un safety car. Laisse la course faire, mais j'ai bien hâte de voir là, qui va le remporter. Peut-être que ce sera le début de la fin pour McLaren, parce que Phil l'a si bien dit. Phil, on passe maintenant dans notre segment sporadique. Et cette semaine, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est pas une longue histoire, c'est assez court, c'est plutôt comme une promotion. Je sais pas si tu suis nécessairement les arts martiaux mixtes, Phil, dans ta vie un peu. Pas trop, mais je trouve que c'est un domaine fascinant. C'est très fascinant. Est-ce que tu te souviens de ce duel là entre Anderson Silva et Chris Weidman dans la UFC. Au moins, je peux pas dire que j'ai suivi comme avec attention, mais comme au moins le buzz qu'il y avait autour. Oui, et tu te souviens, j'assume du petit je suis bon, paf, je suis mort. Un peu plus de contexte, maintenant, c'est pas compliqué. Non. Anderson Silva qui faisait son petit fraîchier dans son premier affrontement face à Weidman s'est mangé une droite en faisant des petits gestes dans le milieu de l'octogone et ça l'a donné le droit à un deuxième affrontement entre les deux où Weidman l'a encore remporté. Et là, on va sortir de l'octogone et on va rentrer dans le ring parce que les deux vont s'affronter dans un duel de boxe le 14 novembre dans un mois à Miami. La raison pourquoi, j'en ai aucune idée, mais ça va faire revivre un peu là, ce duel-là qui s'est passé en 2013, quand même 12 ans passés. Certainement pour du cash. Et là, 12 ans plus tard, se retrouve dans le ring pour un affrontement de boxe. J'ai hâte de voir ça. Quand même. Ouais, ça va générer des codes d'écoute. Ça, ouais. Où est-ce que tu écoutes ça? Netflix, Amazon? Oh, ça doit être avec... Comme c'est sûr, c'est avec une plateforme. Idée c'est quoi, là. mais ça va être des millions. Là. Pay-per-view. Puis les gens vont commencer à parier, tout ça. Penses-tu? Les gens parient sur tout de ce jour. Ouais. Phil, qu'est-ce que tu nous parles d'aujourd'hui? Bonne et mauvaise nouvelle, Mathieu. Bonne nouvelle, je vous parle de disc golf. Mauvaise nouvelle, je ne pourrai plus vous en parler pour quelques mois parce que la saison se termine. Peut-être que vous choisirez d'inverser la bonne et la mauvaise nouvelle. Ça va discrétion. Mais Anthony, c'est deux bonnes nouvelles, je pense. Anthony Barella, Mathieu... Anthony Barella qui a remporté son premier majeur au USDGC, qui est probablement un des tournois de disc golf le plus prestigieux qui est joué à longueur d'année.
USDGC, c'est ça, c'est le championnat des États-Unis au disc golf. Il a fini avec un score total de moins 31 sur 4 rondes. Donc, il a éclipsé aussi Ricky Wysocki et Paul McBeth, qui étaient ses plus proches compétiteurs là, au cours de la compétition. Deux gars qui sont pratiquement considérés comme des GOAT du sport, en Ricky Wysocki et Paul McBeth. Paul McBeth qui était son idole également de jeunesse, et puis a eu la chance de jouer avec lui lors de sa dernière ronde. Et te faire chasser par Paul McBeth, Mathieu, lors d'un dimanche, c'est pas quelque chose que tu veux. Non, surtout pas un dimanche. Hein. Non, surtout pas un dimanche. Ouais. Un peu à la manière de Tiger Woods. C'est pas, tu veux pas être dans cette position-là. Mais écoute, il a géré ça avec brio. Je pense que c'est un gars aussi qui a un talent énorme. Ça a toujours été un excellent bras, Anthony Barella. Probablement un des gars qui a le plus de distance sur le circuit. Mais c'était juste de tout mettre ensemble. Écoute, il a 25 ans quand même. Il est assez jeune. Je pense que c'était une question de temps avant qu'il en remporte un tournoi majeur. Puis ça a été au USDGC finalement. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'il se met beaucoup en position pour faire des oiselets, dans le fond. Mais il n'est pas toujours constant sur le green, justement. Mais là, il l'a été au cours du tournoi en entier. Sa grosse ronde, ça a été la ronde de Moving Day, comme on dit, la troisième ronde du tournoi, où il a tiré un moins 10 quand même sur un terrain qui est très difficile. USDGC, c'est un terrain qui est réputé pour avoir des énormes comebacks parce qu'il y a tellement de out of bounds, dans le fond, sur le terrain que ça peut changer en l'espace d'un trou. Le 17e USDGC, c'est probablement un des endroits les plus dramatiques. Toujours les 17e. Hein? Oui, dans le sport du disc golf, il y a tellement eu de drames qui s'est produit là au cours des dernières années. Puis ça a presque été le cas cette année encore. En fait, Anthony Barella avait une bonne avance quand même, mais il devait se mettre en jeu pour justement sécuriser la victoire. Puis son disque est atterri inbounds, mais à peu près 1 ou 2 centimètres de la ligne c'est ça. Qui délimitait le terrain. Qu'on était hors position. Puis c'est ça. C'est une belle victoire de son côté. J'attendais cette victoire de Anthony Barella. Je pense que c'est un gars qui est assez charismatique quand même. Head in the game, comme on dit. Puis j'étais content de voir qu'il a été chercher cette victoire-là. Ben bon pour lui. Puis bon aussi pour le sport, quand même, qui s'élargit là, du jour au lendemain côté disc golf. Et bon aussi pour la terminaison de la saison. Les 3 étoiles pour cette semaine. Je pense que de mon côté, c'est pas quelque chose qu'on s'attend énormément. Je pense pas qu'il s'est passé de grandes choses côté sport cette semaine. Pas nécessairement d'énormes dénouements. Fait que j'y étais un peu avec l'imagination, Phil. Ma 3e étoile sera Cole Caulfield, avec ses 5 buts 2 passes pour débuter la saison en 5 matchs. Fair enough. Et je l'aurais pas mis dans d'autres circonstances que ses 2 buts extrêmement importants en prolongation dans les 2 derniers matchs. Sans la présence de petit Cole sur la patinoire, on serait pas 4 victoires et une défaite. Et quand je dis c'est le Canadien de Montréal, bien sûr. Oui. Je crois qu'il méritait là, sa place dans mes 3 étoiles cette semaine. 3e étoile pour moi, Mathieu. L'équipe du Cap-Vert au foot qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 et l'a fait aux dépens du Cameroun, notamment, qui est un pays beaucoup plus établi en matière de soccer. Qualifié. Il est camerounais. Ah oui. Désolé, Chris Rodari. Mais c'est le cas, c'est la vérité. Et Cap-Vert, c'est un pays, c'est un petit pays de 4033 km². À peu près 500 000 de population. Je crois avoir vu que c'est le plus petit pays. Oui, c'est le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, c'est bien, c'est bien pour la nation. Ben oui, tout aussi bien pour le Cameroun, ça va apprendre de leur leçon. Se retrouver en Coupe du Monde, je pense que ça va être assez une grande célébration quand même pour ce petit pays-là. Absolument. Force de l'unité, Mathieu. Voilà. Ouais. Shout-out au Qatar aussi qui s'est qualifié, un autre plus petit pays dans cette démographique-là. 2e. Mais riche. Hein? Mais riche. Ouais, ben son OK, sure. En comparaison au Cap-Vert, oui, il y en a un que c'est plus impressionnant que l'autre. On est d'accord. Pour moi. Mais... écoute, 2e, on en a déjà parlé, c'est Guerrero qui a battu le record de Bautista. Chapitre des coups de circuit en séries éliminatoires avec 5. Bautista en avait 4. Je pense que c'est digne de mention quand même. 100%. Et moi, j'y vais avec
Max Scherzer. Parce que, il a joué un excellent match quand même à 41 ans. Il y a peu de lanceurs qui peuvent se dire encore actifs à cet âge et de faire 6 manches et un peu plus, là, c'est sensationnel. Donc, aider son équipe à aller chercher une victoire très importante. Absolument, puis en espérant que ça continue. J'ai pas vérifié qui lançait ce soir. J'assume que ce sera The Savage. Il est Savage, mais incertain à voir. Un des deux. Bon, les deux, c'est des très bonnes options, peu importe. Ma première étoile revient à Anthony Stolarz, Phil, pour son arrêt à la Jacques Plante qu'il a fait face aux Rangers de New York. Écoute, là, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, d'ailleurs, shout-out à Anthony Stolarz, c'est tellement bon. Le tir de Matt Rempe qui l'atteint au visage, il perd son masque, décide de continuer à jouer. Et là, de nulle part, ça mène... c'est qui? C'est pas Trouba. C'est qui ce qui avait lancé? Je crois que c'est Trouba. En tout cas, de la ligne bleue, l'arrêt de la jambière gauche. Bref, si cette rondelle-là était plus haute, on aurait pu voir un autre visage d'Anthony Stolarz, mais juste pour justement cette idéologie-là que sans masque, il a quand même lutté pour sauver un but pour son équipe, je crois qu'il mérite d'être mentionné. Ça dit en passant, il a été largement plaigné sa cause à la Ligue et je crois qu'un nouveau règlement va être en place là, si un masque de gardien se fait retirer. Je crois que le sifflet va être immédiat au lieu d'attendre un peu à la fin d'une séquence. On va voir dans les prochains jours, j'en suis certain. Et ta première étoile, Phil? Je déteste les Dodgers, Mathieu, mais c'est rare qu'un lanceur fasse 9 manches de travail dans un match. Donc, Yoshinobu Yamamoto qui va être ma première étoile de la semaine. C'est un exploit quand même assez impressionnant qu'il a réussi là. Et les Dodgers sont encore une équipe très menaçante, très actuelle, mais les Blue Jays de Toronto s'en viennent pour vous régler votre cas. Les fameux derniers mots de Phil. C'est aussi ce qui va malheureusement terminer ce 77e épisode de Dans les Gradins. Ou l'épisode. Luke Evangelista. Non. Fini l'épisode. Merci d'avoir été parlé. Là, tu m'as vraiment mis dans une mauvaise mood. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous ces épisodes sur Spotify et Apple Podcast. J'en reviens pas. Et Apple Podcast et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.